Le juge semblait s'ennuyer. L'avocat de mon ex-femme souriait déjà avant même d'ouvrir la bouche. Profitez bien de votre nouvelle vie, gloussa-t-il. Vous allez repartir sans rien. Puis sa voix s'éleva, tellement suffisant, tellement imbu de lui-même. Tu aurais dû être un meilleur mari. Elle eut un sourire narquois sans même me regarder. C'est alors que le juge se tourna vers moi et me demanda si j'avais un dernier mot à ajouter. Je souris. Un sourire calme, lent. En fait, oui, dis-je. J'aimerais soumettre ceci comme preuve. Son visage se crispa très légèrement. Puis elle vit le document que je tendis à l'huissier. Le temps que le juge commence à le lire à voix haute, sa peau était devenue d'une pâleur que je ne lui avais jamais vue. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je pensais que le diable était rouge, avec des cornes et une queue. Je ne savais pas qu'il pouvait porter des pantalons de yoga, conduire une Mercedes blanche et boire des smoothies verts tous les matins. Elle s'appelle Hélène, ma femme, ou plutôt mon ex-femme. Nous avons été mariés pendant 7 ans, sans enfant. Elle disait ne pas être prête, et je respectais ça. Je l'aimais profondément, bêtement. Au début, c'était de petites choses, des changements subtils. Elle a commencé à se parfumer pour ses soirées entre filles. Avant, elle enfilait un sweat à capuche et sortait en 5 minutes. Soudain, elle passait 1 heure à se maquiller pour un prétendu dîner avec Jessica et Amandine. Ensuite, il y a eu le téléphone, toujours face cachée. Notification masquée. Vie privée, disait-elle, tout le monde y a droit. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je voulais la croire. Une nuit, elle est rentrée à 2h30 du matin, les cheveux en désordre, les lèvres gonflées, titubant sur des talons qu'elle ne mettait plus jamais pour moi. J'étais assis dans le noir, à attendre. Elle alluma les lumières et se figea, comme un chevreuil ébloui par des phares. « Oh, salut » dit-elle d'une voix trop désinvolte. « Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes. »« Où étais-tu, Hélène ?» Elle jeta son sac sur le comptoir. « Dehors avec les filles. »« Je te l'avais dit. Tu m'avais dit que tu serais de retour pour 23 heures. » Elle haussa les épaules. « On est allé danser. »« Calme-toi. » Je me levai. « Laisse-moi voir ton téléphone. » C'est là que le masque se fissura. Son sourire disparut. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Elle eut un rire faux et bruyant. « Tu n'as pas confiance en moi. »« Non, dis-je. »« Plus maintenant. » Elle partit en trombe dans la chambre et claqua la porte. Je ne l'ai pas suivie. Pas à ce moment-là. Je me suis simplement rassis et j'ai fixé le verre de vin vide qu'elle avait laissé sur la table. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À la place, j'ai fait ce que n'importe quel homme brisé avec trop de soupçons et trop de temps aurait fait. J'ai piraté son cloud. Ça m'a pris des heures. Mais quand j'y suis parvenu, c'était comme recevoir un coup de poignard gelé dans le ventre. Photos, vidéos, messages vocaux. L'un d'eux disait, il est tellement ennuyeux. Je simule à chaque fois. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Un autre disait, il croit encore que je travaille tard. Pauvre type. Et les photos. Mon Dieu. Elle avait qu'un certain Jacques, comme j'allais la prendre. Grand, corps de sportif, un tatouage sur le cou, dans des hôtels, dans sa voiture, dans notre maison, sur notre putain de lit. Le pire, c'était son sourire. Le même sourire qu'elle m'adressait quand nous nous sommes rencontrés. Comme s'il était tout son monde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai tout copié. Mis dans un dossier. Daté et trié. Le lendemain matin, elle a fait des crêpes en fredonnant comme si de rien n'était. M'a embrassé sur la joue. Je l'ai laissé faire. Avez-vous déjà senti votre âme pourrir de l'intérieur tout en souriant? J'ai joué le jeu pendant 2 semaines de plus. J'ai agi normalement. Pendant ce temps, j'ai engagé un détective privé pour trouver plus d'informations compromettantes. J'ai trouvé le nom complet de Jacques. J'ai même accédé à son compte Instagram privé où elle publiait des choses juste pour lui. Tu me manques déjà, disait une publication 2 jours après notre anniversaire. C'était un monstre sous une peau humaine et j'en avais fini d'être sa marionnette. J'ai commencé à tout préparer, soigneusement, en silence. J'ai fait des copies de tout, transféré des fonds, pris un avocat. J'allais la laisser croire qu'elle avait gagné jusqu'au dernier moment.
Et ce moment est arrivé au tribunal, quand elle pensait que j'étais anéanti. Elle portait un blazer rouge, comme pour un tour d'honneur. Je l'ai vu faire un clin d'œil à Jacques de l'autre côté de la salle. Il était assis là, l'air suffisant, comme s'il venait de gagner le gros lot. C'est alors que le juge a dit, un dernier mot? Et j'ai répondu, en fait, oui. J'aimerais soumettre ceci comme preuve. Le juge a ajusté ses lunettes et a pris l'enveloppe des mains de l'huissier. Hélène avait toujours l'air arrogant, comme si elle pensait que c'était une dernière tentative désespérée de ma part pour attirer la sympathie. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas encore. Mais quand le juge a sorti les papiers et a commencé à lire en silence, ses yeux se sont légèrement écarquillés. C'est là que j'ai vu son sourire narquois commencer à vaciller. Puis il a parlé. « Madame Chevalier, reconnaissez-vous ceci ?» demanda-t-il en brandissant une capture d'écran imprimée. Elle plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un message texte, » dit le juge. « De votre compte Instagram privé à un homme nommé Jacques Bellamy. Daté du 5 juin. Je n'arrive pas à croire qu'il ne sache toujours rien. J'ai porté ta lingerie préférée dans son lit ce soir. Il pense qu'il a eu de la chance. » La salle devint silencieuse. J'ai regardé le sang quitter son visage. Jacques s'est raidi sur son siège. Mon avocat s'est adossé à son fauteuil en souriant, comme s'il regardait un feu d'artifice. Hélène a essayé d'en rire. C'est sorti de son contexte. Le juge a tourné la page. Celui-ci est daté du 22 août. Il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit et s'est couché tôt. Je lui ai dit que j'avais du travail, mais je suis venu directement te voir. C'est un tel perdant. Jacques. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre avec lui aussi longtemps. Elle n'a pas ri cette fois. Le juge a continué. Email, photos, reçu d'hôtel, géolocalisation, un putain de dossier complet sur sa trahison. Et puis il a trouvé la vidéo, celle où elle franchissait notre porte d'entrée en tenant la main de Jacques. Tous deux riant alors que j'étais à l'enterrement de mon père dans une autre région. Ils ont trinqué avec du vin dans ma cuisine. Il l'a soulevée et l'a jetée sur notre canapé. Le juge ne l'a pas diffusé, mais il en a décrit assez pour que le silence se fasse dans la salle d'audience. Je pense que cela suffit, dit-il finalement en fermant le dossier. Madame Chevalier, il semble que vous ayez été moins honnête. Monsieur Chevalier, souhaitez-vous modifier votre demande de divorce sur la base de cette nouvelle preuve? Ma voix était calme, mesurée. Oui, monsieur le juge. Je souhaite demander une compensation financière intégrale, la conservation du domicile conjugal et le refus de toute pension alimentaire pour faute conjugale. Hélène a explosé. Quoi? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas, ça ne veut rien dire. Nous étions déjà en train de nous séparer. Son avocat a essayé de la calmer, mais elle était déchaînée maintenant. La vraie version d'elle-même se consumait. Tu étais ennuyeux, Mathieu. Tu ne m'as jamais fait sentir vivante. Tout ce que tu faisais, c'était travailler, te plaindre et te comporter en victime. J'avais besoin de quelque chose de vrai, quelque chose qui ne me pompe pas toute mon énergie. Jacques s'est levé, mes deux agents de sécurité se sont dirigés vers lui. Il s'est rassis. Je ne partirai pas sans ce qui me revient de droit, siffla Hélène. Le juge haussa un sourcil. Selon ces preuves, vous ne méritez rien. Et ce fut tout. Le marteau est tombé, et d'un coup, c'était fini. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais la vie ne se termine pas si proprement. Pas quand une femme comme Hélène est impliquée. Elle m'a suivi hors du palais de justice en hurlant. Tu m'as piégé. Espèce de petit salaud sournois. Tu jouais la victime depuis le début, mais tu m'observais. Je me suis retourné lentement. Non, Hélène, je te survivais. Tu le regretteras, gronda-t-elle. Je n'ai pas répondu. Je me suis éloigné en descendant les marches du palais de justice, passant devant le visage confus de Jacques, devant son ego brisé, et je suis sorti à l'air libre, comme si je respirais enfin à nouveau. Mais ce n'était que le début. 3 nuits plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque. Monsieur Chevalier, nous avons détecté une tentative d'accès à votre compte épargne joint. Elle a été signalée comme suspecte car le statut de compte joint a été récemment supprimé. Je me suis figé. Avez-vous pu identifier la personne? Nous avons une vidéo. Femme, blonde,
blazer rouge, a utilisé une fausse carte d'identité. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai immédiatement déposé une plainte. Puis est venu l'appel de mon bureau. Mathieu, il y a une femme ici qui pose des questions sur tes clients. Elle prétend être ton assistante. Dit qu'elle a oublié son badge à la maison. Elle perdait les pédales rapidement, mais même moi, je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. On a frappé à la porte de mon appartement à 1h13 du matin. J'ai regardé par le Judas. Hélène, sans maquillage, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang. Elle titubait, à moitié ivre ou peut-être pire. J'ai entrouvert la porte. Rentre chez toi. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça, articula-t-elle difficilement. Nous avions une vie, Mathieu. Des années. On n'efface pas ça comme ça. C'est toi qui l'as fait, dis-je. Elle s'est jetée en avant, essayant d'entrer de force. Je l'ai bloquée avec mon épaule. Je t'aime encore, a-t-elle murmuré. J'ai ri. Un rire franc, amer. Non, Hélène, tu détestes simplement perdre. Puis je lui ai claqué la porte au nez, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite et jusqu'où elle irait pour tout détruire avec elle. Le lendemain matin, j'ai trouvé ma voiture rayée d'un pare-choc à l'autre. Des mots gravés dans la peinture en lettres furieuses et tremblantes, menteur, traître, lâche. Une bouteille de vin brisé gisait dans l'allée, le verre rouge éparpillé comme du sang au soleil. Je n'ai même pas appelé la police. Je savais que c'était elle. Je savais aussi que ce ne serait pas la dernière fois. 2 nuits plus tard, j'ai surpris Jacques en train de rôder autour de mon immeuble, capuche relevée, faisant les 100 pas près de l'entrée de service. Je ne l'ai pas confronté. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste pris une photo, appelé mon contact au commissariat, et fait savoir que j'avais des yeux partout maintenant. Je n'étais plus le même homme qu'elle avait humilié. J'avais sorti les crocs. Mais au fond, je saignais encore. On pense qu'une fois qu'on a la preuve, une fois que les mensonges sont exposés, la douleur disparaîtra d'une manière ou d'une autre. Que la justice comblera les vides. Mais ce n'est pas le cas. La preuve est pour le monde extérieur. À l'intérieur, votre cœur rejoue encore chaque sourire, chaque faux « je t'aime ». Chaque nuit où elle se glissait dans le lit en disant qu'elle était fatiguée alors qu'elle venait de passer du temps avec quelqu'un d'autre. Je me souviens de la nuit précédant notre 5e anniversaire. Elle est rentrée tard. Je lui avais préparé un dîner. Un steak. Sa préférée. Aux chandelles. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil à la table et a dit « Oh, on fait ça ce soir ». Puis elle m'a embrassé sur le front et a dit qu'elle était trop fatiguée pour manger. Elle a dit qu'elle avait des crampes. La même nuit, j'ai appris plus tard, elle était avec lui dans un motel bon marché près de l'autoroute. J'ai même trouvé le reçu. Elle l'avait laissé dans la poche de sa veste. Je me souviens de la date, imprimée clairement, la veille de notre anniversaire. Elle s'en fichait. C'est ça qui vous anéantit. Ce n'est pas seulement la trahison. C'est l'apathie, le mépris froid et total pour tout ce que vous étiez ensemble. Comme si ça ne signifiait rien. Une semaine après l'audience, je suis allé chercher mes affaires dans l'ancienne maison. Elle était légalement à moi maintenant, mais je n'avais pas encore emménagé. Je me suis garé, j'ai monté les marches et je me suis figé. La porte d'entrée était grande ouverte. À l'intérieur, le salon était saccagé. Les coussins du canapé lacérés. Ma photo de mariage fissurée et face contre terre. Une odeur de pourriture venait de la cuisine. Elle était entrée par effraction. Probablement la même nuit où elle était venue à mon appartement. Il y avait un mot sur la table de la salle à manger, écrit au marqueur rouge, comme une folle. C'est moi qui t'ai fait. Tu n'étais rien avant moi. Tu ne seras rien après moi. Tu as tout pris. Je vais tout reprendre. J'ai demandé une ordonnance d'éloignement le lendemain. La police a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter pour l'instant. Il faut de vraies preuves. Une vidéo, un témoin, des violences physiques, a dit le policier, d'un ton las, comme s'il avait vu cette histoire 100 fois. J'ai commencé à vérifier mes serrures 3 fois par nuit. Mais même avec tout ce chaos, les mensonges, les menaces, une partie de moi se sentait toujours vide, comme si une part tordue de moi regrettait la version d'elle qui me tenait la main sous la pluie, celle qui pleurait devant les films et dansait dans la cuisine à 2 heures du matin. Quand nous croyions encore à l'éternité.
Je ne pense pas qu'elle ait jamais existé. Un soir, j'ai reçu un appel d'Amandine, une des anciennes amies d'Hélène. Nous ne nous étions pas parlé depuis avant le divorce. J'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Mathieu, je ne sais pas si je devrais te dire ça, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe, Amandine? Elle raconte à tout le monde que tu l'as frappée. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle l'a dit à Jacques. À sa mère. À quelques personnes de la salle de sport. Elle dit que tu étais violent. Que c'est pour ça qu'elle a dû te tromper. Je suis resté silencieux. Elle est complètement folle, Mathieu. Je crois qu'elle essaie de ruiner ta vie maintenant qu'elle n'a pas pu avoir ton argent. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et je suis resté assis par terre pendant plus d'une heure, à respirer, à me dire que ce n'était pas fini. Elle n'allait pas me laisser partir indemne. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle ne supportait pas l'idée que je survive sans elle. Alors, j'ai passé un autre appel, cette fois à un type nommé Tristan. Un vieil ami de l'université. Il travaillait dans la cybercriminalité avant de passer dans le privé. Je lui ai tout raconté, chaque message, chaque menace, chaque instant. Il a dit, envoie-moi tout. Si elle poste ne serait-ce qu'une photo de ta maison, on va l'enterrer sous les preuves numériques. Cette nuit-là, j'ai reçu une alerte. Un nouveau compte Instagram, nom d'utilisateur @larevanche-d'Hélène. Une photo, mon visage. Légende, il m'a fait du mal. Ne faites pas confiance à cet homme. Il avait obtenu 10 j'aime en 10 minutes. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyé à Tristan. Le jeu avait changé. Elle n'était plus seulement la femme infidèle. Elle devenait un bourreau public. Mais elle avait sous-estimé une chose. J'avais déjà tout perdu, et maintenant, je n'avais plus rien à perdre. Tristan n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin, il avait retracé l'origine du compte au réseau Wi-Fi de sa mère. Les amateurs n'apprennent jamais, a-t-il ri au téléphone. Elle est négligente, Mathieu. Trop émotive. C'est bon pour nous. Il a compilé un dossier en moins de 24 heures. Journaux d'adresse IP, horodatage, capture d'écran, métadonnées de ses photos. La publication diffamatoire avait été mise en ligne 5 minutes après qu'elle ait laissé un commentaire sur un selfie de Jacques à la salle de sport, depuis le même endroit. Stupide et imprudente. J'ai transmis tout le dossier à mon avocat qui a déposé une plainte pour diffamation le lendemain. La publication a disparu en quelques heures, mais le mal était fait. Quelques anciens amis l'avaient vu. Mon patron en a entendu parler. Les RH ont programmé un entretien de suivi. Même s'ils ne l'ont pas dit directement, je sentais le changement dans le regard des gens, comme si la fumée seule suffisait à me remettre en question. J'avais toujours été le calme, le gentil. Maintenant, soudain, je marchais dans le brouillard, essayant de laver un nom qui n'aurait jamais dû être sali. Elle n'essayait pas seulement de me ruiner. Elle voulait s'assurer que si je la quittais, personne ne voudrait de ce qui restait. Puis est venue la lettre. Pas un email, pas un texto, une vraie lettre, glissée sous la porte de mon appartement comme dans un mauvais thriller. Pas d'adresse de retour. Son écriture. Mathieu, tu peux gagner au tribunal. Tu peux gagner ta stupide maison. Mais tu ne gagneras pas la paix. Tu penses que j'étais le monstre. Tu penses que tu étais un petit ange parfait. Tu m'as négligé. Tu m'as fait sentir invisible. Tu t'es enterré dans le travail. Tu ne m'as jamais fait sentir désiré. Jacques, lui, l'a fait. Il m'a fait sentir femme. Alors je t'ai fait sentir comme un moins que rien. C'était juste. C'était l'équilibre. Tu ne m'oublieras jamais. Je m'en assurerai. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis je l'ai brûlé au-dessus de l'évier. Elle perdait la tête, mais cela ne la rendait que plus dangereuse. J'ai changé à nouveau mes serrures, fait installer une caméra à la porte d'entrée, 2 autres au garage, retiré mon argent liquide de la banque, fait des copies de tous les fichiers que Tristan m'avait envoyés et en ai laissé une chez un ami de l'autre côté de la ville. Je ne faisais plus que réagir. Je construisais une armure. Pourtant, le poids émotionnel me rongeait. Je me réveillais certaines nuits en sursaut, le cœur battant, pensant l'avoir vu dans la pièce. Les ombres sur le mur ressemblaient à sa silhouette. Je n'arrêtais pas de tout rejouer. Comment nous nous sommes rencontrés,
comment nous avons dansé sur notre balcon à 3 heures du matin. Comment elle m'a embrassé en murmurant, « Promets-moi que tu ne cesseras jamais de me choisir. » Et comment elle a fini par choisir un homme qui lui envoyait des selfies de la salle de sport et conduisait une Mustang en leasing. Je n'oublierai jamais la nuit où je l'ai surprise en train de sourire à son téléphone, puis de le verrouiller rapidement quand je suis entré. « C'était quoi ?» avais-je demandé nonchalamment. Elle a souri. Un sourire trop large. Rien. Mais je savais que ce sourire ne m'appartenait plus. C'est drôle comme une personne peut encore dormir à côté de vous chaque nuit, mais la chaleur a disparu, le rire a disparu, l'intimité a disparu. Vous ne faites que partager le même air, comme des étrangers qui se trouvent avoir les mêmes oreillers. Une semaine s'est écoulée sans nouvelles. Puis Tristan a rappelé. Tu devrais voir ça. Il m'a envoyé un lien. Un serveur Discord privé. Protégé par un mot de passe. Hélène avait partagé l'invitation avec certaines de ses amies, mais l'une d'elles, une autre ex-amie compliquée avec qui elle s'était brouillée, l'a fait fuiter. À l'intérieur du serveur, il y avait des dizaines de messages. Hélène fulminant, partageant des photos de moi, me traitant d'agresseur, de faible, de pathétique. Une campagne complète pour s'assurer que quiconque dans son cercle qui me parlait encore me verrait comme le méchant. Un message disait, il se croit en sécurité maintenant. Il n'a aucune idée de la facilité avec laquelle on peut faire passer un homme pour coupable. Quelques larmes et les bons mots. Personne ne remet en question la femme. Tristan a gelé le serveur, a pris des captures d'écran, les a envoyées à mon avocat et à la police. Le lendemain matin, je suis entré dans le commissariat et j'ai déposé une plainte complète. Je leur ai tout montré. La publication diffamatoire, l'effraction, les menaces, la fausse assistante, le serveur Discord. Le policier qui lisait le dossier a même sifflé. Cette femme est un danger public. Je n'ai pas souri. Elle est sur le point de devenir un exemple à ne pas suivre, dis-je. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'elle. Numéro masqué. Au début, je n'ai pas répondu. Puis je l'ai fait. J'avais besoin d'entendre sa voix une dernière fois. Elle n'a pas dit bonjour. Tu penses que ça fait de toi le héros, dit-elle, la voix basse et amère. Tu penses que les gens se souviendront de ta version? Je me fiche de qui se souvient de quoi que ce soit, dis-je. Je veux juste que tu ne puisses plus faire de mal à personne. Elle est restée silencieuse. Puis elle a murmuré, tu le regretteras. Et elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone, sans peur, sans colère, juste vide. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Mais elle n'avait pas fini. Pas encore. C'est 3 semaines plus tard que l'appel est arrivé. La voix de mon avocat était calme, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Ils l'ont arrêté ce matin. Je me suis assis dans mon lit, complètement réveillé. Pourquoi? Tentative de fraude, diffamation, violation de domicile, et une accusation supplémentaire, dénonciation de violences conjugales imaginaires. Apparemment, elle était allée dans un commissariat local et avait déposé une déclaration détaillée affirmant que je l'avais frappée pendant notre mariage. Elle a dit que je l'avais plaquée contre le mur une nuit après l'avoir surprise en train d'envoyer un texto à un autre homme. L'inspecteur chargé de l'affaire venait de recevoir le dossier de Tristan de la part de mon avocat quelques heures auparavant. Hélène avait apporté un couteau à un duel au pistolet. Lorsque le policier lui a demandé de déverrouiller son téléphone, elle a refusé. Quand ils ont obtenu un mandat, c'était fini. Les messages qu'elle avait envoyés en se vantant de manipuler le système, son plan pour me ruiner. Ces mémos vocaux où elle riait de pouvoir pleurer sur commande, tout y était. Clair comme le jour. Elle n'a même pas pleuré quand ils lui ont passé les menottes. Jacques, lui, a disparu à la seconde où sa photo d'identité judiciaire a fait la une des journaux locaux. Le serpent est retourné dans le trou d'où il venait. Je n'ai pas célébré. Il n'y a eu ni champagne, ni danse dans la rue. Je me suis juste assis sur le bord de mon lit, j'ai expiré un souffle que je retenais depuis des mois, et j'ai enfin ressenti le silence pour ce qu'il était. La paix. Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont calmées. La réunion avec les RH au travail s'est transformée en excuse. Ils m'ont offert une augmentation. Je ne l'ai pas acceptée. J'ai demandé autre chose. 2 semaines de congé. Ils m'en ont donné 3. Je suis allé dans les Alpes. Juste moi et les montagnes. Pas de téléphone,
pas de mail, juste de l'air, froid et pur. Et quand je suis revenu, j'ai enfin ouvert cette boîte de rangement, celle avec notre album de mariage, nos anciennes cartes d'anniversaire, ces lettres. Je les ai toutes brûlées dans mon jardin, une par une. J'ai regardé chaque mensonge se recroqueviller en fumée et disparaître dans le ciel. Je ne la déteste pas. Plus maintenant. J'ai pitié d'elle, car quelqu'un comme Hélène n'arrête jamais de détruire. Même quand elle gagne, elle trouve de nouvelles choses à ruiner. C'est sa nature, son carburant. Elle trouvera un autre homme. Elle le charmera, se fondra en lui murmurera les mêmes promesses qu'elle m'a murmurées. Et puis un jour, elle le brisera, lui aussi. Elle ne peut pas s'en empêcher. Mais moi? J'ai fini de saigner. Lors de notre dernière audience au tribunal, son avocat a ri et a dit, « Profitez bien de votre nouvelle vie. Vous allez repartir sans rien. » Et Hélène a souri narquoisement et a dit, « Tu aurais dû être un meilleur mari. » Le juge s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'avais un dernier mot à ajouter. J'ai souri et j'ai dit, « En fait, oui. J'aimerais soumettre ceci comme preuve. » Quand le juge a lu le document, son visage est devenu pâle. Ce n'était pas seulement ma vengeance. C'était ma liberté. Si vous lisez ceci et que vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre relation, écoutez ce sentiment. N'attendez pas la preuve irréfutable. Ne laissez pas l'amour vous aveugler sur la façon dont quelqu'un vous détruit petit à petit. Parfois, s'en aller n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. Et quand vous vous en irez enfin, assurez-vous de ne pas seulement survivre. Assurez-vous de gagner.